Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Cette année 2017 marque les 50 ans de l'arrivée en France d'un grand maître zen venu du Japon qui a bouleversé toute une génération. Il s'agit de maître Deshimaru. L'un des thèmes qui le préoccupait était la crise de la civilisation moderne. Pour l'expliquer et la résoudre, il mettait en avant le rôle de l'éducation qui, de nos jours aussi, est capital. En effet, pour une société meilleure, plus altruiste et bienveillante, comment ne pas comprendre que l'éducation a un rôle prépondérant à jouer ? Avec notre invité Gérard Pillet, qui fut l'un des disciples de maître Deshimaru, nous allons ce matin parler des caractéristiques de l'éducation zen et des lacunes de l'enseignement moderne, tel que l'enseignait le grand maître japonais. Gérard Pillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes moine zen Soto, ordonné par maître Deshimaru. Oui. Vous avez longtemps enseigné la philosophie et puis vous enseignez aujourd'hui le dharma, notamment dans le centre zen d'Annonay, c'est en Ardèche. Oui. Vous êtes aussi l'auteur de nombreux livres et d'articles sur la pratique du zen. Merci de répondre à nos questions ce matin. Alors tout d'abord, avant de nous intéresser précisément aux caractéristiques de l'éducation zen, quand maître Deshimaru parlait d'éducation, est-ce qu'il parlait des adultes qui recevaient finalement des consignes de la part de leur maître, de leur relation maître à disciple, ou alors est-ce qu'il parlait de l'éducation pour les enfants ? Les deux. En fait, quand il évoquait la question de l'éducation dans le cadre de la relation maître-disciple, il lui arrivait assez souvent de pointer du doigt les lacunes de l'éducation telle qu'elle est donnée dans notre société aux enfants. Alors, les caractéristiques de l'éducation zen, c'est avant tout donner beaucoup d'importance aux formes et aux attitudes du corps. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Oui. En effet, on considère dans le zen, maître Deshimaru se faisait l'écho de cela, que les gestes, les attitudes, les comportements, les postures sont le langage du corps et que ce langage a une influence très profonde sur l'esprit. Aussi, on considère dans le zen, et maître Deshimaru insistait beaucoup sur ce point, que lorsqu'on adopte des formes nobles, des formes du corps nobles, comme la posture de zazen, gassho, sampai, la prosternation, l'esprit est influencé par ces formes nobles et devient lui-même noble. On pourrait aussi d'ailleurs mentionner à ce propos des arts issus du zen tels que par exemple, la cérémonie du thé, le théâtre no, où on retrouve aussi la culture de la forme du corps. À l'inverse, les formes dites agressives, finalement, sont néfastes. Les formes vulgaires ou les formes agressives, comme le poing tendu, ont une incidence sur l'esprit et rendent l'esprit lui-même vulgaire ou très agressif. Alors, l'attitude du corps est très importante, mais on peut penser que quand on maîtrise l'art de l'ikebana, par exemple, ou de l'assise, l'esprit joue quand même un rôle. Oui, ce que donne l'esprit, c'est la concentration nécessaire pour que les formes du corps soient bien exécutées. Et en retour, ce que les formes donnent à l'esprit, c'est le message sans parole que ces formes contiennent. Pourquoi est-ce que maître Deshimaru pensait que l'éducation moderne, finalement, donnait trop de place au savoir théorique ? Parce que le savoir théorique, disait-il, reste trop à la surface des individus. Il ne pénètre pas leur être profondément. Il ne leur permet pas aussi d'accéder à des niveaux plus profonds de la conscience. C'est un savoir qui reste trop en surface. Et pourquoi, selon vous, Gérard Pillet, l'éducation moderne néglige-t-elle aujourd'hui le rôle du corps, les attitudes corporelles ? C'est parce que c'est une éducation qui est centrée beaucoup sur la mémorisation, c'est-à-dire la restitution d'informations
et cela se fait au détriment de la créativité et de l'aptitude à transformer les êtres de l'intérieur. C'est-à-dire que l'éducation livresque, théorique, est trop informative et pas assez transformative. C'est le reproche que l'on peut lui faire. Maître Deschimarru lui-même déplorait que finalement le cerveau gauche, comme on dit, prenait plus d'importance que le cerveau droit dans l'éducation moderne. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire ? Oui, alors les neurophysiologistes considèrent que le cerveau est constitué de deux hémisphères, l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit, que chacun de ces deux hémisphères a ses fonctions propres. L'hémisphère gauche est le cerveau de l'analyse, la mémorisation, la conceptualisation. Le cerveau droit, le cerveau de la synthèse, la créativité, l'union plutôt que l'analyse. Et en effet, ce que constatait Maître Deschimarru, c'est que l'éducation moderne, de par ce qu'elle exige des individus, développe le cerveau gauche beaucoup plus que le cerveau droit. Ce qui fait qu'il y a comme une atrophie du cerveau droit et une hypertrophie du cerveau gauche. Et concrètement, qu'est-ce que ça donne finalement chez l'individu ? Alors concrètement, ce que ça donne des mentalités portées beaucoup plus à l'analyse, à la conceptualisation qu'à la synthèse. Et au niveau d'une société, ça a tendance à donner des mentalités individualistes, centrées sur elles-mêmes. Maître Deschimarru lui-même s'était prêté à la science. Il s'était rapproché de neurophysiologistes pour qu'il puisse analyser ce qui se passait dans son cerveau quand il méditait, par exemple. C'est exact. Il s'était rapproché du professeur Chauchard. Il avait même écrit un livre avec lui intitulé « Zen et cerveau », dans lequel est montrée la capacité de la méditation zazen à produire un équilibre entre les fonctions du cerveau gauche et du cerveau droit. Il s'était rapproché aussi d'un professeur japonais avec lequel il avait aussi fait un livre, écrit un livre, Zen et Self-Control. Et ce professeur japonais s'était livré avec lui à des expériences électroencéphalographiques sur son cerveau durant zazen, durant la pratique de la méditation assise. Et ce que ce scientifique avait constaté, c'est que durant zazen, le cerveau produit des ondes θ, c'est-à-dire des ondes très amples et peu rapides, au contraire de ce qui se passe dans la conscience ordinaire, quand il n'y a pas méditation, où les ondes ne sont pas du tout amples et sont de rythme très rapide. Et quand on interroge les sujets sur ce qu'ils ressentent quand leur cerveau produit ces ondes θ, ces ondes amples et souples dans leur tracé, ils disent tous qu'ils ressentent un état de calme et de bien-être profond. Et il est sûr que si dans la société, les êtres humains en grand nombre avaient accès à ce trésor-là, des ondes qui produisent ces états de calme et de bien-être, la société des hommes en serait très changée favorablement. Bien sûr. Alors, ce que Maître Deschimarru préconisait aussi, c'était de développer la conscience Ichiryo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Oui, alors la conscience Ichiryo, I c'est au-delà, Shiryo la pensée, c'est-à-dire c'est une conscience au-delà de la pensée conceptuelle. La conscience Ichiryo se manifeste lorsque, en zazen, on laisse passer les pensées sans s'y attacher, sans les refuser.
Et cette neutralité vis-à-vis des pensées permet que s'ouvre un espace beaucoup plus grand de conscience, un espace où tout est accueilli dans l'équanimité. Et c'est cet espace infini de conscience qu'on peut appeler la conscience Ichiryo. Quelles valeurs humaines naissent de ce sentiment? Alors, il y a deux grands avantages. C'est que la conscience Ichiryo contribue à l'équilibrage des deux cerveaux gauche et droit, mais aussi la conscience Ichiryo développe chez l'individu le sentiment de l'unité entre lui et les autres hommes, et entre lui et le cosmos, l'univers, la nature. Et le développement de ce sentiment de l'unité est à la source directe des grandes valeurs humaines que sont l'action juste, la vérité, la bienveillance, la paix. Par exemple, on peut dire qu'en tant que pensée, le sentiment de l'unité est vérité. On peut dire qu'en tant qu'action, le sentiment de l'unité est la conduite juste. Et on peut dire qu'en tant que sentiment, le sentiment de l'unité produit la bienveillance et la paix. Et ces valeurs-là, si elles se développent, pourront produire en effet une civilisation nouvelle. Pourquoi, selon vous, alors que cela fait 50 ans finalement que ces constatations ont été faites par Maître Deschirs-Marou, pourquoi est-ce que la société tarde finalement à développer le cerveau droit? Il y a les pesanteurs institutionnelles, parce que tout système en place cherche à perpétuer son existence. Il y a aussi le fait que les paradigmes nouveaux se mettent en place très progressivement. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut changer de paradigme civilisationnel, parce que cela suppose un changement des consciences, et que le changement des consciences se fait lentement. Mais je suis convaincu, et Maître Deschirs-Marou l'était aussi, que ce changement des consciences commence à se produire. Et qu'on voit déjà maintenant les fruits de ce que tous ces pionniers, dont Maître Deschirs-Marou faisait partie, ont apporté en nous apportant la pratique de la méditation. Je vois que maintenant, la méditation se répand de plus en plus dans la société, et c'est la meilleure chose qu'on puisse souhaiter. Merci Gérard Pillet d'avoir répondu à nos questions, et donc à la semaine prochaine pour la suite de l'émission. Avant de se quitter, voici quelques indications de lecture. Tout d'abord, Sagesse du cœur de notre invité Gérard Pillet aux éditions Kan Jinzai. Ce livre démontre que si l'éducation du cœur est inexistante dans notre société, elle peut s'apprendre grâce aux enseignements du Dharma et par là nous permettre d'accéder à des sentiments d'altruisme et de bienveillance. L'anneau de la voix, l'essence d'un enseignement zen de maître Taizen Deschirs-Marou aux éditions du Relier. L'ouvrage reprend les enseignements phares du grand maître zen qui, 100 ans son départ arrivé, légua ici l'expérience spirituelle de toute sa vie. Et puis, point de vue sur la jeunesse, connexion et déconnexion, ainsi que 2020, quelle perspective pour la jeunesse. Il s'agit de 2 livres édités par les éditions du Conseil de l'Europe qui rassemblent discussions et réponses philosophiques, juridiques ou encore sociales aux grands défis technologiques auxquels est confrontée la jeune génération. Voilà, c'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci de nous avoir suivis. Très heureux dimanche et à la semaine prochaine pour la suite de notre émission.